je le rappelle, on est dans le 355e anniversaire du peuplement de la Réunion, le 160e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. On va en parler tout au long de cette année encore, puisque jusqu'au 20 décembre, on va essayer d'ouvrir un petit peu les livres d'histoire et regarder aussi dans les cœurs. Mais ce soir, on va plutôt parler d'un auteur, de quelqu'un qui a aussi apporté je dirais, qui a donné ses maillons pour montrer que les chaînes de l'esclavage allaient au-delà de la couleur, même si lui, il a souvent parlé de négritude. Et ce soir, on va en parler avec quelqu'un qui, lui, est un gardien réunionnais, Patrick Singani. Patrick Singani, bonsoir. Bonsoir. J'allais dire que parler d'Aimé Césaire, parler du chant de la négritude, c'est une bonne façon d'aborder les chaînes de l'esclavage ou de vouloir briser un peu plus ce qui reste des chaînes de l'esclavage du passé, parce que ceux du présent, on en parlera un autre jour. Tout à fait, Gismi, puisque c'est celui qui a porté la parole émancipatrice dès 1939 et sur les terres martiniquaises dès 1943. Et effectivement, c'est celui qui porte la parole émancipatrice, mais c'est surtout celui qui assure la postcolonialité en France et dans le monde. Mais c'est quand même aussi ce qui me paraît surprenant, parce que lui, il a réussi à avoir une dimension, une envergure, qu'il a été très accepté je dirais, par les palais très feutrés de Paris. Tout à fait, c'est une bonne remarque, puisque Césaire a été remarqué par, évidemment, sa poésie. Je vais juste faire une parenthèse, Patrick Singani. J'allais dire, c'est vraiment quelqu'un qui était dans les pas de Victor Schœlcher. Totalement, et de bien d'autres. Bien d'autres, Toussaint Louverture, Louis Delgrès, exactement, oui, effectivement, lui aussi. Lui, il ne répétera jamais assez durant son existence qu'il a une dette envers le peuple haïtien et tous les Haïtiens, notamment par rapport à Toussaint Louverture et Louis Delgrès. Et effectivement, il a toujours apporté cette parole émancipatrice, simplement parce qu'il voulait aller dans la continuation de cette action. D'où d'ailleurs l'interprétation diversifiée de la loi de la départementalisation. Lui, il voulait absolument qu'on s'en désaccroche à partir du moment où on pouvait asseoir une sorte d'égalité. Alors, on va le faire. D'abord, je vais dire juste qui est Patrick Singani. Après, je dirai qui est Aimé Césaire. D'abord, qui est Patrick Singani aujourd'hui? Intellectuel, on dit ça. Mais ce sont des... Alors, il y a des mots qui me sont accolés, mais depuis longtemps, mais depuis la Martinique. C'est là où j'ai rencontré Césaire. Et j'ai travaillé à l'hebdomadaire Antilla, qui est un hebdomadaire très réputé dans l'arc antillais. Et effectivement, c'est le directeur de publication qui m'a accolé, qui m'a affublé. Mais lui, il disait intellectuel du tiers-monde, ce qui faisait rigoler la rédaction, évidemment. Et si Patrick Singani est là ce soir, c'est parce qu'il y a une conférence le 27 juin. Le 27 juin. À la grande salle de la mairie de Saint-Denis. D'accord. Et c'est pour dire que Patrick Singani va parler d'Aimé Césaire, et la question est peut-être un peu inutile, mais qui est Aimé Césaire aujourd'hui, 10 ans après sa mort? Oui, alors l'occasion effectivement à partir d'Aimé Césaire, je ne vais pas parler uniquement d'Aimé Césaire, je vais prendre possession de sa parole et essayer de tirer un fil entre la pensée de Césaire et puis celle qui doit advenir ici. Ce qu'il y a de plus important, c'est de savoir en quoi Césaire parle de nous aujourd'hui au XXIe siècle, puisqu'il a été une des grandes personnalités du XXe siècle, et puis surtout, grâce à André Breton, parce que tu l'évoquais tout à l'heure, c'est lui finalement qui a fait connaître Aimé Césaire au monde entier, c'est lui qui a été subjugué par sa poésie et qui en a fait cette icône du XXe siècle. Et donc, prendre la pensée d'Aimé Césaire et la tirer vers une pensée à faire advenir ici, c'est exactement ce dont il est question à travers ce sobat de cause. Dire que enfin, je ne sais pas si l'analogie sera efficace, mais que la Caussade a été le premier mulâtre, et surtout le premier poète, à dire les choses comme il le dit, en vers,
Et que ce soit Senghor, que ce soit Césaire, c'est-à-dire c'est des, des Noirs qui ont tellement bien parlé français, qui ont tellement bien écrit, qui ont tellement surpris, je pense, leurs contemporains. Et je parle surtout de ceux qui étaient à l'Académie, ceux qui étaient à que ce soit à Montparnasse. Je veux dire, tout ce monde-là, je veux dire, quand on regarde Césaire, si on ne le connaît pas, on a pas même l'impression qu'il est il est plus blanc que les autres, à ce niveau-là. Hein. Alors Césaire a réussi le tour de force, évidemment, d'écrire en français de façon extraordinairement magnifique. Et en même temps, ouais. il pouvait, alors il s'en vantait pas, mais moi, il faut absolument qu'on le souligne, il avait réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Il avait réussi à tordre le français pour pouvoir l'exprimer à sa façon. C'est-à-dire qu'il avait d'une certaine façon patoisé de telle sorte qu'il puisse finalement le livrer et s'exprimer, c'est-à-dire faire sortir son expressivité, ses idées et puis surtout son oralité. Je ne sais pas si avec Edgar Morin, Patrice Sagani, vous avez réussi à tous les deux à faire ressortir. Mais il y a une chose qu'on voit, Senghor, qu'on voit également chez Césaire, c'est cette expression de la liberté. Quand on lit Césaire, c'est magnifique de voir comment il parle de la liberté. Il parle de négritude, mais on dit souvent, jamais on ne parle d'amour que lorsqu'on nous souffre. Mais lui, il n'a jamais autant parlé de liberté, et pourtant, il restait quand même un homme libre. Quand j'en ai parlé, on a abordé ce sujet, c'était en 2001, il a beaucoup insisté sur une exclamation qu'il a eue quand il était passé au Québec et qu'il était devant cette vitrine de librairie, et il a vu le titre d'un livre et sur lequel il y avait « Nous, les nègres blancs ». De l'Amérique. Ça, c'est une chanson de Mort Schumann également, que Mort Schumann a chanté. Oui, alors, il a rappelé en 1987, quand il a fait son dernier discours sur la négritude, c'était à Miami, je crois. Et effectivement, pour lui, à ce moment-là, il s'était dit « Ah, ma parole a porté ». Ma parole a porté à partir du moment où les gens ont compris que ce n'était pas juste une histoire de couleur, mais un humanisme qui allait faire advenir. D'abord, parler de la couleur, évidemment, avec tous les amis, les copains, Senghor, Damas et bien d'autres. Et comment dire, mais pour lui, il y avait un universalisme qu'il fallait atteindre tout en approfondissant le singulier. C'est d'ailleurs une de ses propres maximes qu'il avait tirée d'Hegel, d'ailleurs. Et on le voit, d'ailleurs, j'ai l'impression que Aimé Césaire est encore plus apprécié à l'extérieur de la Martinique, tellement il a une dimension... incroyable. C'est étrange parce que c'est la même chose qu'on perçoit par rapport à Edgar Morin, qui est docteur honoris causa de 24 universités à travers le monde. Et lui, il est énormément connu ailleurs, il est même encensé. Idem pour Césaire, qui est surmédiatisé ailleurs, qui est, qui fait l'objet de recherches encore aujourd'hui dans les grandes universités américaines. Ça n'est pas vraiment le cas dans le monde francophone, même si en Afrique, il est adoré comme un dieu. Ah oui, parce que s'il y a quelque chose qu'on voit dans son aspect négroïde de Césaire, c'est qu'il est vraiment africain. Il n'est même pas martiniquais, il est africain. Alors, il disait cette phrase qui doit nous servir d'accroche pour faire en sorte que nous, ici à La Réunion, nous puissions faire quelque chose à partir de sa pensée. Il disait, et ça c'est une chose pour moi fondamentale, s'il n'y a pas de nègre premier, il n'y a pas de créole second. C'est une phrase fondamentale, puisque il disait avec beaucoup de poésie, et quelle poésie, qu'il se sentait démembré. Il se sentait africain, mais africain démembré. C'est-à-dire qu'à partir du démembrement, on voit finalement ce qui séparait Senghor, son grand copain, et lui. Et à chaque fois, et quand ils se sont rencontrés vers la fin, ils se parlaient, ils trouvaient matière à discussion encore là-dessus. Oui, toi, tu es africain, tu sais d'où tu viens, d'Afrique. Moi, d'où je viens, moi, Césaire. Et c'est là-dessus, finalement, qu'on peut le rencontrer, et c'est là-dessus, finalement, qu'on peut faire advenir une pensée. Parce que finalement, c'est ça qui est le plus important. Mais moi, quand je l'ai vu pour la dernière fois, il m'a accueilli en me rappelant que son meilleur ami, c'était un Indien,
un coulis, comme on dit là-bas, et que lui, dans son enfance, il avait été environné uniquement de coulis, puisqu'il habitait dans le nord de la Martinique. Mais quand il est descendu à Fort-de-France pour faire ses études, il a été entouré uniquement, comme il disait, de nègres. Nègre, il faut bien rappeler ce que c'est que ce mot. Le mot nègre étant au départ d'une grande violence, Césaire a réussi à retourner ce mot pour le rendre totalement positif, notamment aux Antilles. Donc quand on dit nègre, ça n'a rien de péjoratif, surtout quand celui qui l'énonce a la légitimité de le dire. Oui, la légitimité, on le voit aussi dans des films où on voit des acteurs noirs américains qui traitent leurs semblables de nègres. Ça m'a toujours fait sourire, oui. Mais c'est vrai que ça passe mieux. Oui, ça passe mieux. Quand un noir traite un noir de nègre, ça passe mieux. Oui. Mais il le ferait vraiment quand même avec une forme de condescendance. Hein. Oui. Quand il le dit... c'est la même chose chez Césaire. Moi, je propose aux gens d'aller lire carrément... le cahier d'un retour au pays natal, qui est pour moi un texte extraordinaire, qui dit, mais lui il se permet de dire dans ce texte des choses extraordinaires. Il s'avance vers un flic, comme il dit, et il retourne la violence du flic, et avec un verbe très cru. Oui, mais c'est là, et dans ce que moi j'ai pu retenir de tout ce que j'ai pu entendre de Césaire ou sur Césaire, c'est de me dire que cet homme, finalement, il était au-delà. J'ai l'impression qu'il était plus un lanceur d'alerte pour son peuple. Oui. Plutôt que de dire il va critiquer vraiment, même s'il a toujours dénoncé l'esclavage dans ce qu'il y avait de plus abject, il a quand même essayé de faire comprendre à son peuple, il faut arrêter aussi de pleurer, quoi. Il faut se battre, il faut se mettre debout, il faut aller au combat. Parce que, à un moment donné, les peuples, les ultramarins ont arrêté de se battre, ont fini par baisser la tête et accepter. Et je crois que Césaire, comme Paul Vergès à La Réunion, c'est de montrer que le combat continue. Oui, le combat continuera toujours. Et lui, il avait... pour lui, d'ailleurs, il le dit dans un poème qui s'appelle « Moi laminaire », très tardif, 1982, je crois. Et il dit « Moi laminaire ». Laminaire, c'est, vous savez, cette espèce d'algue qui reste sur comment dire, le corail dans la mer. Oui. Et pour lui, il fallait s'accrocher à son caillou. Et ça, les autres ne l'ont pas fait. Mais lui, il l'a fait. Lui, jusqu'à la fin, il a dit « Moi, laminaire, moi, je resterai sur mon caillou, je serai avec les miens. » Et Césaire, au moment où il disparaît, c'était terrible puisque les gens pouvaient enfin dire que pour eux, Césaire était, il est mort à 94 ans, Césaire était comme un talisman. Sans sa présence physique, parce que lui, tous les jours, il prenait la voiture, il avait son chauffeur, il faisait une grande promenade en voiture et il allait vers un arbre qui rappelle d'ailleurs un baobab, je ne sais plus où il se trouve cet arbre, et il allait vers cet arbre, et puis revenait, il faisait un tour, et pour lui c'est important de manifester sa présence, d'avoir toujours son bureau à la mairie de Fort-de-France, parce qu'il était maire honoraire, il rencontrait des gens comme ça, c'était important d'être là pour les siens, très important. Et pour revenir sur ce que je disais, quand on le voit, moi j'ai toujours regardé cet homme qui était au-dessus. Lorsque tout à l'heure tu parlais des coulis, et je faisais l'analogie avec pas trop loin, enfin pas trop loin de nous, je parlais de Mandela. Oui. Lui aussi, il a eu son indien dans son entourage. Je crois que cette envie de montrer que c'est pas seulement une question de couleur, c'était une question, c'était une question d'individu. Katrada est resté fidèle à Mandela, comme tout le peuple martiniquais est resté fidèle à Césaire. Et Césaire est surtout resté fidèle, lui, à ses valeurs, à ce qu'il voulait défendre. Mais à un moment donné, on sentait quand même que il était quand même bien loin devant et que le peuple était bien loin derrière. Oui, il l'a senti dans l'exercice de la politique, puisque lui, il mêlait poésie, enfin, il articulait sa poésie et sa politique. Et la politique de Césaire était une façon, finalement, de faire en sorte que les Martiniquais puissent être tirés en même temps que lui, par des fils plutôt invisibles, mais surtout, son arme absolue, c'était la culture. Le Festival de Fort-de-France, le CERMAC, tout ça, c'était des actions en direction, pas seulement des Feuillalais, les habitants de Fort-de-France, mais c'était aussi une façon de tirer les gens vers cette poésie d'envergure
visionnaire qui a montré pas seulement le XXe siècle, mais aussi ce que pouvait devenir le XXIe siècle, notamment à partir de ceux qui s'en réclament. Tirer les gens vers la poésie d'une part, donc avoir des moyens d'expression, mais aussi élever l'individu. Oui. C'est-à-dire trouver le sens des combats, trouver des valeurs, je dirais, universelles à défendre. Ne pas s'arrêter à sa couleur de peau, ne pas arrêter à l'histoire, au passé, à l'esclavage, mais aller toujours plus loin. Là-dessus, Senghor a été vraiment magistral quand il donnait à sa façon, il donnait des leçons quand même à la France en disant que faut pas non plus venir tout en étant passionné par la France, hein. Tout en... oui, parce qu'il avait ses études en France, en France, et puis il a vécu la fin de sa vie en France aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais que quand on regarde, ils étaient au-delà de ça. Pourquoi? Je pense que c'était vraiment des phares pour le peuple. Des phares, oui. Des phares, en disant, mais regardez dans la bonne direction, allez dans la bonne direction, et arrêtez de ressasser sans cesse le passé, parce que d'une façon ou d'une autre, on voit que ça ne donne pas pour autant des résultats. C'est tout le sens de son discours sur le colonialisme qui est un texte extraordinaire, je recommande à tout le monde, qui est toujours d'actualité dans la façon d'articuler la pensée et surtout la pensée émancipatrice. C'est-à-dire, une fois qu'on a bien désigné ce qu'était l'action coloniale, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On s'en sort. C'est-à-dire qu'on va s'abstraire de cette gangue et puis exister par soi-même et puis faire en sorte que l'émancipation atteigne pas seulement la génération présente, mais aussi les autres générations. Patrick Sagani, on rappelle donc qu'il y aura une conférence sur Aimé Césaire le 27 juin, donc ce sera à la grande salle de la mairie de Saint-Denis. Alors je précise... à partir de quelle heure? 18h30. Quels sont les autres éléments? Alors voilà l'affiche de cet événement. Très belle affiche, effectivement. De l'agence Comme qu'il faut. Oui, de l'agence, tout à fait. On salue Zachary Hamel pour le travail. Ouais. Et effectivement, j'allais dire à cette conférence-là, quels vont être les autres éléments qu'on va découvrir en concernant Aimé Césaire, mais aussi tout ce qu'il a voulu faire. Parce que là où il était vraiment un stratège, et il me fait penser à Gandhi, dans le fait de ne jamais montrer qu'il va aller au combat, mais de toujours préparer ses outils, de toujours fourber ses armes, et de toujours être au point de l'attaque. Pour moi, Césaire, c'est quelqu'un qui a articulé ce que Edgar Morin appelle la pensée complexe. C'est-à-dire qu'il fallait, pour lui, les choses étaient certes complexes, mais faciles finalement à faire comprendre en disant, voilà, si vous allez dans un extrême, vous êtes vraiment dans le faux. Donc, oui, il faut bonifier la singularité, mais en même temps viser l'universel. Ça, c'est une constante chez lui. C'est pourquoi ce sobat de cause le 27 juin, en fait, Césaire va être présent d'une certaine façon, mais en filigrane, je vais définir ce que c'est qu'une pensée réunionnaise. Je vais davantage parler de ce que c'est un intellectuel, notamment ce que pourrait être un intellectuel à La Réunion. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée? Et qu'est-ce que c'est qu'une pensée qui est une pensée agissante, quelque chose qui finalement peut être accepté par celui qui écoute et celui qui est intéressé. Donc Césaire est là pour nous comme un point de départ, et nous allons, et je vais le faire, je vais pouvoir exposer ce que représenterait une pensée réunionnaise. On parlait tout à l'heure de l'esclavage. Césaire a toujours eu en tête le bateau. Si à La Réunion, on a très peu parlé du bateau, c'est-à-dire cette chose, le bateau négrier, chez Césaire et chez tous les autres d'ailleurs, mais chez lui en particulier, la présence du bateau est extraordinaire, elle est même fantomatique. Il parle de l'esclavage à travers le bateau, c'est-à-dire la déportation. Ensuite, lui, il va directement vers le fait colonial. Comment s'en sortir? Comment se sortir de la couleur de peau, c'est-à-dire de cette identité liée à la couleur. Et en même temps, il harangue le lecteur, celui qui l'écoute, il harangue pour faire en sorte que les gens puissent s'assumer tels qu'ils sont et s'affranchir aussi des choses qui finalement pèsent et qui pèseront d'une certaine façon toujours. Il faut savoir gérer finalement son identité. Comment le public réunionnais qui sera présent pourra se retrouver un petit peu là-dedans, parce que le combat a été
je dirais, a été pas identique, mais le combat, c'était quand même un combat contre l'esclavage. On a vu, il y a eu, à un moment donné, en politique, avec Paul Vergès, il y a eu des tentatives de regrouper les DOM pour justement... Convention du Morne Rouge. Voilà, dans les années 70, 71, je crois, 70, 71. Oui, c'est ça. Qui a eu donc cette convention de Morne Rouge. On voit qu'ils ont essayé d'avoir un destin commun, ne serait-ce que de changer ce statut colonial pour autre chose, mais finalement, presque chaque ultramarin, chaque île ultramarine a vécu un petit peu son histoire. Oui, tout à fait. Chacun a sa propre destinée et chacun avance à sa façon, mais en même temps, il va falloir apprendre de chacun. Ce que moi j'amène dans le discours que je vais donner le 27 juin, c'est davantage tenter de prendre ce qui nous parle chez Césaire pour justement faire vivre ce qui constituerait une pensée endogène, une pensée réunionnaise. Ça, c'est pour moi impératif. Ouais. Ce qui a été un petit peu ce qui a été un petit peu l'élément qui va montrer aussi que nous commettons l'erreur de croire que l'histoire s'est arrêtée et qu'aujourd'hui, ce qu'on vit ne fait pas partie de l'histoire. Au contraire, nous y revenons à travers les problèmes des migrants, et la massification de la migration de part et d'autre. C'est l'actualité du monde entier. C'était un petit peu, je dirais, une des forces d'Aimé Césaire et de Paul Vergès, c'est de savoir que l'histoire est perpétuellement en marche, que le monde évolue sans cesse et que le passé, que le présent est rapidement un passé et que ce passé-là, c'est notre meilleur terreau pour construire totalement le présent et l'avenir. Totalement. Mais eux, ils avaient ça toujours en eux, mais le peuple, on a l'impression que c'était toujours l'histoire à part et puis aujourd'hui. Ah non, malheureusement ou heureusement non, ça dépend comment on voit les choses, puisque les nouveaux défis nous reviennent à la figure. Les défis d'antan nous reviennent à la figure, mais de façon différente. N'oublions jamais, et c'est Prosper Ève qui l'a rappelé dans un de ses livres, qu'à la fin du XIXe siècle, il y a eu des journaux pour titrer « La Réunion réunionnais » en parlant des arrivées massives des Indiens. N'oublions jamais cela. N'oublions jamais, et en tout cas c'est ma conviction, que la réunionité, elle s'est cristallisée pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moment du blocus, que les choses ont commencé à se formaliser quand on a décidé, par contrainte, d'arrêter de faire venir des gens, des engagés. Je crois que le dernier convoi, c'était en 1933, et que finalement... Et ce sont des Rodriguez pour les derniers engagés. Oui, voilà, c'est ça. Totalement. Et la fille d'un de ce couple Rodriguez qui était venu, je l'ai rencontrée, elle travaille dans le Sud, et effectivement, les traumatismes, ce que la neuroscience appelle les conflits transgénérationnels, perdurent. Ça, et je pense que ça va perdurer de toute façon. Exactement, sous une forme ou sous une autre. Et donc, les défis d'intégration, alors ici, à La Réunion, on parle souvent de la migration mahoraise ces derniers temps et pour longtemps, mais les défis s'agissant de la massification des migrations, ces défis-là se posent sur toute la planète. Du coup, la pensée de Césaire, la pensée d'Edgar Morin, ces gens qui finalement parviennent à ce que moi j'appellerais à définir une sorte d'équation que je vais donc définir avec le public le 27 juin, c'est extraordinairement important puisque il nous est demandé de continuer l'histoire et de continuer finalement l'œuvre qui a été commencée plusieurs siècles. Je parle là de La Réunion. D'accord. Il me restait 30 secondes. On va juste montrer d'abord ce premier ouvrage. Aimé Césaire pour toujours, 2011. Ça parle de... Alors, c'est sous ma direction, c'est Aimé Césaire pour toujours. Et c'est juste après sa mort. Il a fallu faire justement une sorte d'inventaire et parler de Césaire d'une autre façon, c'est-à-dire en vraiment le lisant, en relisant et en le voyant sous l'angle du 20e siècle finissant. D'accord. Je suppose que 11 janvier, C'était le 11 janvier après les attentats de Charlie Hebdo. Et il se trouve qu'on était en train de faire un livre, Edgar Morin et moi, et on a
finalement changé les choses, puisque lui, dans le journal Le Monde, a publié un certain nombre d'articles. Moi, dans Mediapart et dans Libération, nous avons rassemblé ces textes, puis nous avons mis d'autres textes qui allaient pouvoir expliciter davantage notre démarche. Ina Césaire, c'est la fille d'Aimé Césaire. C'est la fille d'Aimé Césaire. Oui, alors là-dedans, c'est le livre qui sort actuellement. Là-dedans, il y a le texte qu'elle a bien voulu faire publier, puisqu'en fait, les enfants Césaire ne parlent pas de leur père, en tout cas publiquement. Et elle a très gentiment accepté qu'on puisse publier son texte. Mais le livre que je recommanderais le plus, je pense que c'est La France une et multiculturelle. C'est le livre qui fait suite à Aimé Césaire pour toujours. Et c'est un livre dans lequel on peut avoir le témoignage, par exemple, de Manuel Valls, qui à l'époque se présentait au présidentiel. Non, je pense que c'était aux primaires socialistes. Et puis il y a même le témoignage de Eva Joly, qui briguait l'Élysée. Également, effectivement, était venu aussi à La Réunion à l'époque. Juste pour dire, Patrick Sagani, on a déjà dépassé le temps. Donc rendez-vous le 27 juin à la mairie de Saint-Denis. Donc à partir de quelle heure? À 18h30. Pour donc, reparler, ou alors plutôt pour continuer de parler d'Aimé Césaire, et pour voir aujourd'hui qu'il existe beaucoup d'analogies entre ces différents éléments d'une colonie, et que l'esclavage aujourd'hui, c'est beaucoup dans notre tête. Merci beaucoup, Gismi. Merci, Patrick Sagani. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Ça a été très plaisant. Et 24 minutes est vite passé. On est même à 25. Merci à vous.